Il y avait un homme, dans les années 90, capable de devenir n'importe qui. Pilote de ligne le lundi, chirurgien le mardi, négociateur du FBI le lendemain. Il lui suffisait de lire, d'observer quelques heures, et il enfilait une nouvelle identité, comme toi, tu changes de chemise. Pendant 4 saisons, Jarod a été l'un des visages de la trilogie du samedi sur M6. Et derrière Jarod, il y avait Michael T. Weiss, le premier rôle, le nom en haut de l'affiche, un acteur récompensé pour ce personnage, le visage qui portait la série à lui seul chaque semaine. Quand un homme tient une série comme ça, sur ses seules épaules, tu te dis que tu vas le revoir partout, que c'est le début de quelque chose de grand. Et pourtant, après cette série, on perd sa trace. Et dans ce casting, on retrouvait l'équipe du centre avec Miss Parker, Sydney ou encore Brooks. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y en a deux que tu as revus dans le plus gros carton de la télé des années 2000. Mais on va y revenir. Parce que avant de te raconter ce qui est arrivé à Michael T. Weiss, regardons ce que sont devenus les acteurs du Caméléon. Et on commence avec celui qui faisait le plus peur. Tu te souviens de ce bruit? Ce sifflement d'oxygène, cette bouteille qu'un homme traînait derrière lui dans les couloirs du centre, la peau blafarde, la voix qui sortait dans un souffle, jamais un mot plus haut que l'autre. Monsieur Rains. Quand il entrait dans une pièce, tu savais que quelqu'un allait souffrir. Et en fait, quand j'étais ado, j'ai toujours pensé que Monsieur Rains et Monsieur Burns étaient inspirés l'un de l'autre. Et en fait, j'ai vérifié et j'ai rien trouvé là-dessus. Parce que le vrai monstre du Caméléon, c'était pas celui que Jarod fuyait. Miss Parker lui courait après, d'accord, mais elle avait ses doutes, ses failles, une certaine humanité qui affleurait par moments. Rains, lui, il n'en avait aucune. C'est lui qui menait les expériences dans l'ombre, qui a brisé des enfants au nom de la science du centre. Et c'est lui qui installait cette peur froide qu'aucun autre personnage ne provoquait. Le patron, c'était Monsieur Parker. Le cauchemar, c'était Rains. Et l'homme derrière ce cauchemar, il s'appelle Richard Marcus. Et le contraste vaut le détour. Parce que Marcus n'a jamais été une vedette. Et il n'a jamais cherché à l'être. C'est un second rôle de métier. Un de ces visages que tu as croisé 100 fois sans jamais retenir le nom. Avant le centre, on l'a déjà aperçu dans les couloirs d'un autre hôpital, celui de Saint Elsewhere, l'une des grandes séries de la télé américaine des années 80. Puis dans Tremors, face à Kevin Bacon, dans La Loi de Los Angeles, ou encore dans Melrose Place. Il est là, mais jamais au devant de la scène. Après Le Caméléon, il fait partie des rares à revenir pour les 2 téléfilms qui ont tenté en 2001 de donner une fin à l'histoire. Un passage dans 24 heures chrono, un dernier rôle à la fin des années 2000, et puis, sans bruit, exactement comme le personnage qu'il incarnait, il s'est retiré des écrans. C'est le premier des visages du centre qu'on laisse derrière nous. Mais si Reigns terrorisait tout le monde dans la série, il y avait bien quelqu'un sur qui il s'acharnait plus que les autres. Un homme qu'il avait cassé, justement. Angelo, tu te souviens de lui? Ce personnage étrange qui ne parlait presque jamais, qui se faufilait dans les conduits d'aération du centre, qui griffonnait des dessins et devinait les choses avant tout le monde. Un regard d'enfant perdu, doux et cassé. Un homme qui semblait vivre dans les murs plutôt que parmi les gens. Parce que, avant d'être Angelo, il s'appelait Timmy, un petit garçon enlevé par le centre, comme Jarod, et sur qui Renz a mené ses toutes premières expériences. Mais elles ont échoué. Le gamin surdoué est devenu ce grand corps silencieux, doué d'une empathie hors norme, capable de sentir ce que les autres cachaient, mais totalement coupé du monde. La victime la plus abîmée de toute la série, celle sur qui Reigns s'était acharné. Et l'homme qui prêtait ses traits à cette âme muette est tout l'inverse dans la vie. Il s'appelle Paul Dillon, et son royaume à lui, c'était les planches. Un homme de théâtre de Chicago jusqu'au bout des ongles. Il a fondé sa propre troupe. Il jouait presque chaque soir. Et c'est là
dans une petite salle au début des années 90 qu'il a créé un premier rôle, celui d'une pièce très noire appelée Killer Joe, qui deviendra bien plus tard un film avec une vedette d'Hollywood. Lui ne le jouera jamais à l'écran. Ce n'était pas son monde. Le cinéma, il y passait quand même, en second couteau, et tu l'as forcément croisé sans le savoir. C'est aussi le sbire irlandais complètement barré du Docteur d'Enfer dans Austin Powers. Un pirate par-ci, un soldat par-là, des rôles de passage, toujours sur le côté mais jamais au centre. Et finalement, l'écran ne l'a pas gardé. Alors, il est rentré chez lui, sur les scènes de Chicago, là où il n'avait jamais vraiment cessé d'être. Il y avait pourtant, tout en haut du centre, quelqu'un qui régnait sur ce petit monde. L'un des hommes auxquels Rains lui-même rendait des comptes. Mais celui qui lui prêtait son visage n'est plus là aujourd'hui pour nous raconter sa suite. L'homme qui régnait tout en haut du centre. Un colosse, plus d'1,90 m, le crâne lisse, la voix grave, le genre d'homme qui n'a pas besoin de hausser le ton pour qu'une pièce entière se taise. Monsieur Parker, le patron de cette organisation qui broyait des vies. Quand il apparaissait, tu sentais le pouvoir, le vrai, celui qui décide, qui vit et qui disparaît. Et cet homme-là cachait quelque chose que tu n'aurais jamais deviné en le regardant glacer une salle du regard. Cette voix grave, il ne s'en servait pas seulement pour faire peur. Harvey Prenel était l'un des plus grands barytons de la comédie musicale américaine. Un chanteur d'opéra, formé au chant classique, repéré au début des années 60 pour tenir le premier rôle d'un grand spectacle de Broadway, La Reine du Colorado. Le succès est tel qu'il rejoint la distribution du film, face à Debbie Reynolds, et le rôle lui vaut un Golden Globe. Quelques années plus tard, en 69, il pousse la chansonnette aux côtés de Clint Eastwood et Lee Marvin dans la Kermesse de l'Ouest. Sa voix remplissait les salles. On lui promettait une carrière immense. Et puis Hollywood l'a oublié. Du jour au lendemain ou presque, le cinéma n'a plus voulu de lui. Pendant près de 25 ans, il a disparu des écrans. Alors, lui aussi est retourné d'où il venait, sur les scènes de théâtre, à chanter soir après soir devant des salles qui, elles, ne l'avaient pas oublié. Il a fallu attendre 96 pour que le cinéma le rappelle. Ce sont les frères Coen qui l'ont ressuscité en lui confiant le rôle du beau-père glacial de Fargo. Et là, à plus de 60 ans, le colosse a connu une seconde vie. On l'a vu partout. Le général qui donne l'ordre de mission dans Il faut sauver le soldat Ryan, c'est lui. Cette carrure, ce visage d'autorité, les réalisateurs se le sont arrachés pour lui faire incarner des généraux et des hommes de pouvoir. Exactement ce qu'il était, une dernière fois, dans les couloirs du centre. Mais de tout ce casting, Harvey Prenel est celui dont on doit parler au passé, car il s'en est allé en 2009 à 75 ans. Il nous laisse une poignée de films, quelques disques et le souvenir d'un méchant qu'on adorait détester. C'est le premier visage que le centre perd pour de bon. Et il nous ramène au tout début, parce qu'avant d'être des adultes, ces personnages ont d'abord été des enfants. Le centre avait les siens. Et l'un de ces enfants, aperçu quelques secondes à l'écran, allait devenir l'un des visages les plus célèbres du cinéma mondial. Le centre n'existait pas seulement au présent. La série passait son temps à replonger dans le passé de ses personnages, à l'époque où ils n'étaient que des gamins enfermés entre ses murs. Et pour incarner ces versions enfants, toute une petite troupe d'acteurs a défilé à l'écran. La plupart ont grandi loin des projecteurs, mais certains ont pris des chemins que tu n'imagines pas. Et le premier de ces enfants, c'est la petite Miss Parker. Avant d'être la femme au regard d'acier, Miss Parker était une enfant, portée par Ashley Peldon. Une enfant qui tournait déjà depuis des années, spécialisée très tôt dans les rôles lourds. À 7 ans, elle jouait une petite fille martyrisée dans un téléfilm resté célèbre pour sa dureté. Le genre de rôle qui marque une enfant autant qu'un spectateur. Et c'est peut-être pour ça que son histoire prend un tour inattendu. Ashley n'a pas couru après la gloire à l'âge adulte. Elle a continué ses études et est allée chercher une réponse à ce qu'elle avait joué toute son enfance.
un diplôme de psychologie de l'enfant, puis un master de psychologie clinique. Alors elle prête encore sa voix ici et là. Elle s'est même fait une spécialité du cri enregistré en studio. Mais sa vraie vie, elle l'a construite loin des plateaux, à réparer ce que d'autres cassent. Le jeune Jarod, lui, a fait le choix inverse. Derrière l'enfant que le centre a arraché à sa famille, il y avait Ryan Merriman, un enfant de l'Oklahoma qui a décroché là son premier grand rôle et un prix avec. Contrairement aux autres, lui n'a jamais rien lâché. Il a enchaîné les films et les séries pour ados. Il est devenu une tête connue du cinéma d'horreur des années 2000, l'un des rescapés de Destination Finale 3, avant de revenir à la télé bien plus tard dans Pretty Little Liars. Le petit Jarod n'a pas disparu. Il a fait sa carrière, tranquillement, sans jamais crever le plafond, mais sans jamais s'arrêter non plus. Et puis, il y a lui, celui dont je te parlais juste avant, aperçu quelques secondes à l'écran, dans quelques épisodes à peine. L'enfant qui jouait le jeune Angelo, le petit Timmy, avant que le centre ne le brise. Un rôle minuscule, quelques minutes en tout. Cet enfant s'appelle Jack Lloyd. Ce nom te dit rien? Pourtant, son autre personnage si. Parce qu'en 99, l'année même où il traînait dans les couloirs du centre, ce gamin décrochait le rôle qui le fait connaître par la planète entière. Si je te dis Anakin Skywalker, oui, c'est bien lui, le futur Dark Vador dans Star Wars épisode 1. Il me reste pourtant un nom dans cette galerie de versions plus jeunes. Mais cette fois, c'est pas un enfant, c'est le jeune Sidney. Et même le jeune Jacob, son frère jumeau tant qu'à faire. Les deux joués par le même acteur, Alex Wicksaw, dont la trace s'arrête à peu près là, dans ses couloirs. Mais ce jeune Sidney nous conduit tout droit vers celui qui est resté le cœur battant de la série. L'homme qui a veillé sur Jarod toute sa vie. Le Sidney actuel. Dans la série, Sidney était la conscience du centre. Le psychologue au calme trouble qui avait élevé Jarod, formé son esprit et qui restait déchiré entre l'organisation qu'il servait et ce garçon qui l'aimait comme un fils. Une voix grave, un léger accent, un regard qui semblait toujours en savoir plus qu'il n'en disait. Le cœur moral d'une série qui n'en avait pas beaucoup. Et l'homme derrière cette voix a la vie la plus étonnante de tout le casting. Une trajectoire d'aristocrate du cinéma. Patrick Beauchot est belge, né en 1938 dans une famille d'intellectuels. Fils d'un écrivain et psychanalyste réputé. Boursier d'Oxford, il parle 7 langues au point de doubler lui-même ses rôles en français. Et il n'a pas commencé n'importe où, aux côtés d'Eric Romer, dont il a même été l'assistant avant de devenir une vedette avec La Collectionneuse en 67, face à sa propre femme. Sa femme, justement, Mijanou Bardot, n'est autre que la petite sœur de Brigitte. Ce mentor un peu inquiétant du centre est dans la vraie vie le beau-frère de Brigitte Bardot. Et son parcours ne fait que commencer. Au sommet de sa gloire naissante, Patrick a tout arrêté. Pendant plus de 10 ans, il a tourné le dos au cinéma pour travailler le bois, fabriquer des meubles, sculpter de grands animaux, et pas avec n'importe qui. Avec un certain Salvador Dali. Puis il est revenu, comme si de rien n'était. Et cette fois, c'est Hollywood qui l'a accueilli. Il a joué dans un James Bond, Dangereusement Vôtre, Panic Room de David Fincher, Alias, la série culte La Caravane de l'étrange. Il a même failli devenir le célèbre capitaine Jean-Luc Picard, avant que le rôle ne file à Patrick Stewart, et que Star Trek n'entre dans la légende sans lui. À 87 ans, Patrick Beauchot n'a jamais raccroché. Il tourne encore. Mais maintenant, parlons de quelqu'un qui, à l'inverse de Beauchot, n'a fait que passer 5 épisodes, pas un de plus, et qui est devenu, pourtant, une plus grande vedette que presque tout le monde dans cette série. Dans Le Caméléon, Jarod avait un frère que le centre lui avait volé, mais que l'organisation n'avait pas façonné en sauveur. Kyle était la version sombre de Jarod, un homme cabossé et dangereux, le reflet de ce que le petit prodige aurait pu devenir si la ville l'avait un peu plus abîmé. Il est dans quelques épisodes, puis sort de l'histoire. Et l'acteur qui jouait ce frère fugace, Jeffrey Donovan, n'a fait que commencer à ce moment-là.
Pendant que la plupart des visages de cette série s'effaçaient doucement, lui a décroché ce dont rêvent tous les seconds rôles, sa propre série, et un carton en plus. De 2007 à 2013, il a porté sur ses épaules Burn Notice, 7 saisons durant, dans la peau d'un espion grillé par sa propre agence et échoué à Miami. 7 ans en tête d'affiche. Et il ne s'est pas arrêté là. Clint Eastwood l'a appelé 2 fois, une pour l'échange, l'autre pour lui faire incarner Robert Kennedy dans J. Edgar. On l'a retrouvé en mafieux inquiétant dans la saison 2 de Fargo, puis dans Sicario, et surtout présent dans les saisons 21 et 22 de New York Police Judiciaire. Une vraie carrière longue et solide, de celles qui durent. Mais si Donovan te surprend, attends de voir les 2 suivants. Je t'en ai parlé au début, 2 visages du centre que tu as revus ensemble dans l'un des plus gros cartons de la télé des années 2000. Miss Parker n'était pas fille unique. Elle avait un frère jumeau, Monsieur Lyle. Et à eux deux, ils formaient les 2 visages les plus cruels du centre. Miss Parker d'abord, la femme au regard d'acier, le flingue à la ceinture, celle qui a passé 4 saisons à traquer Jarod avec une froideur qui cachait mal ses blessures. Une héroïne dure et ambiguë, l'un des 2 piliers de la série avec Jarod lui-même. Et son frère, Monsieur Lyle. Là, on change de registre. Lyle, c'était un psychopathe pur, un homme au sang-froid glaçant, l'un des personnages les plus dérangeants de tout le centre. Présent sur une 30aine d'épisodes. Le genre de méchant qui te met mal à l'aise rien qu'en entrant dans le plan. Alors, commençons par lui. Avant même le caméléon, James Denton venait lui aussi du théâtre. Un acteur salué sur les scènes de Chicago. Et après la série, il a explosé. Il est devenu l'un des visages masculins les plus adorés de la télé américaine. Le genre de rôle qui te rend célèbre dans le monde entier. Autour de ça, Denton s'est construit une vie bien remplie. On l'a retrouvé en gentil docteur dans Un soupçon de magie, une série Hallmark, spécialiste des romances et surtout des téléfilms de Noël. Mais le gars, c'est aussi un musicien. Il a longtemps joué dans un groupe de charité aux côtés, entre autres, de Hugh Laurie, juste Dr House. Il a même prêté sa voix à Superman le temps d'un dessin animé. Et le public français l'a revu en 2024 sur le parquet de Danse avec les stars. Sa sœur à l'écran, elle, a une histoire qui commence bien avant le centre. Andrea Parker a d'abord été danseuse classique, partie de chez elle à 15 ans pour intégrer le ballet de San Francisco. Et à son arrivée à Hollywood, elle décroche un premier rôle resté quasi invisible. Si tu as vu Pretty Woman, tu as vu ses jambes. Et oui, elle doublait Julia Roberts. Puis vient Miss Parker, ce rôle d'icône froide pour lequel elle a appris à manier les armes et à conduire comme une cascadeuse. Mais quand la série s'arrête, elle se réinvente. Elle passe du drame à la comédie, puis une génération entière, trop jeune pour avoir connu le centre, la redécouvre dans Pretty Little Liars, où elle incarne Jessica De Laurentiis, la mère d'Allison, au cœur du mystère. Et maintenant, parlons de ce petit détail que je t'ai gardé. Le rôle qui a fait de James Denton une star mondiale, c'est Mike Delfino, le plombier de Wisteria Lane, le beau brun tranquille dont toutes les voisines rêvaient, l'un des piliers de Desperate Housewives pendant 8 saisons. Le psychopathe glaçant du centre était devenu le mari idéal de la télé américaine. Et le plus beau dans tout ça, c'est qui l'a rejoint là-bas. Parce que dans la toute dernière saison de Desperate Housewives, une nouvelle venue débarque sur Wisteria Lane. Andrea Parker. 15 ans après le centre, le frère et la sœur les plus cruels du caméléon se recroisent à l'écran, sous le soleil de la banlieue la plus célèbre de la télévision, dans le décor le plus éloigné qu'on puisse imaginer de leur passé commun. Mais si tu crois que Denton et Parker sont la plus grande surprise de ce casting, attends encore une seconde, parce qu'il y a encore un homme, le plus effacé du centre, le petit informaticien qui tremblait dans son coin, celui que personne ne regardait vraiment, qui est devenu des années plus tard l'un des visages les plus commentés de la télévision. Et personne ne l'a vu venir. Si tu as regardé Le Caméléon, tu te souviens forcément de lui, sans forcément retenir son nom. Brooks,
c'était l'informaticien de l'équipe de Miss Parker. Le petit chauve gentil et trouillard, celui qui bafouillait dès qu'il y avait un danger, qui suait à grosses gouttes devant son écran pendant que les autres jouaient les durs. Le personnage le moins glamour du centre. Celui que justement personne ne regardait vraiment. Et pourtant, c'est peut-être lui qui a la plus belle revanche de tout le casting. L'acteur derrière Brute, c'est John Gries. Et tu l'as vu toute ta vie sans le savoir. Parce que ce petit informaticien effacé, c'est aussi Oncle Rico dans Napoléon Dynamite. Le beauf en survêtement, obsédé par ses souvenirs de lycée. Une figure culte de la comédie américaine. C'est aussi le père de Ben dans Lost. C'est encore l'ami de Liam Neeson dans Taken. Une éternelle tête connue, jamais la vedette, toujours quelque part dans le décor. Et puis, à presque 70 ans, alors qu'on pensait le plus gros de sa carrière derrière lui, il a décroché le rôle qui a tout changé. Dans The White Lotus, l'une des séries les plus commentées de la décennie, John Gries joue Greg. Un détail que même les fans mettent du temps à réaliser. Il est le seul personnage à apparaître dans les 3 saisons. Le seul. Celui qui traverse toute l'histoire, d'Hawaï à la Thaïlande. Et pas dans un petit rôle. Greg, c'est le personnage le plus ouvertement inquiétant de toute la série. L'homme qui a fait tuer sa propre femme et qui, dans la saison sortie en 2025, s'est retrouvé au cœur de toutes les théories et de tous les commentaires. Pendant des semaines, une bonne partie de la planète a regardé cet homme en se demandant où elle l'avait déjà vu. Et certains ont fini par tomber dessus, hilar, en réalisant que le glaçant Greg de White Lotus n'était autre qu'Oncle Rico. Mais presque personne n'a fait le lien avec le petit Brute. L'homme le plus effacé du centre, celui que personne ne calculait, est devenu 30 ans plus tard le visage le plus vu et le plus commenté de tout ce casting. Ce qui ne rend que plus troublant le sort du dernier. Celui qui, lui, était le plus visible de tous, le premier rôle, le héros, le visage même de la série, Jarod. Et on arrive donc à lui. Si tu te rappelles, au début de la vidéo, je t'ai dit qu'on avait perdu sa trace. Michael T. Weiss, le premier rôle, le visage même de la série, l'homme qui portait le caméléon sur ses épaules. Alors, reprenons le fil doucement. Michael T. Weiss, c'est donc Jarod, le personnage dont on suit les aventures pendant 4 saisons. L'homme qui peut prendre n'importe quelle apparence. Il passe littéralement sa vie à fuir le centre, Miss Parker et ses acolytes. Il pouvait devenir qui il voulait. Et ça aura son importance pour la suite. Juste après la série, il est encore là. Il prête sa voix au Tarzan de Disney. Il tourne encore un peu, une série par-ci, un rôle par-là. Puis les apparitions s'espacent. Un caméo furtif dans Sex and the City 2. Quelques voix dans des dessins animés. Un dernier film, un second rôle, presque en passant, et puis plus rien. Le fil se coupe. Là où sa carrière aurait dû continuer pendant des décennies, il n'y a plus qu'un silence. Alors qu'est-il arrivé à l'homme qui pouvait devenir n'importe qui? La réponse est simple et beaucoup plus belle qu'on ne l'imagine. Michael T. Weiss n'a pas disparu dans un drame. Il a juste tourné le dos aux caméras et il est retourné à ce qu'il avait toujours été bien avant d'être un acteur. Un artiste. Parce que ce que peu de gens savent, c'est que Weiss n'était pas qu'un comédien. Il a un diplôme des beaux-arts. Il a étudié l'histoire de l'art à Harvard et il a poursuivi dans une école d'art. La peinture, c'est pas un passe-temps qu'il s'est trouvé sur le tard. C'est le fil rouge de toute sa vie. Celui qui était là avant Jarod et qui est resté après. Alors aujourd'hui, il peint tranquillement entre Venise en Californie et New York. Il vend ses toiles et il n'a plus réapparu en public depuis des années. Jarod, c'était un homme qui courait sans cesse, à la recherche de sa vraie famille, de qui il était vraiment sous tous ses masques. Michael T. Weiss a fait l'inverse. Il a arrêté de devenir tout le monde. Il a rangé les 1000 visages et il s'est assis, seul, devant une toile blanche, pour être enfin lui-même. C'est ainsi que le caméléon a cessé de changer de couleur. Et si cette histoire t'a parlé, j'en ai déjà partagé une autre. Il y a un acteur qui, après Stargate, a lui aussi tout quitté.
A flame is burning slow. The flame is burning.